Donc, dans ce dernier chapitre, je vais parler des acides et des bases. Et la raison pourquoi je parle des acides et des bases, c'est parce qu'on a vu à l'unité 1, quand on parlait de la nomenclature des acides et des bases, qu'un acide avait des propriétés acides seulement quand on le mettait dans de l'eau. Par exemple, le chlorure d'hydrogène, HCl, c'est un composé moléculaire parce que c'est fait de deux non-métaux. Et donc, si on donne la nomenclature d'un composé moléculaire, ça va donner chlorure d'hydrogène. Par contre, si tu prends le chlorure d'hydrogène et que tu le mets en solution aqueuse, ça va donner du chlorure d'hydrogène aqueux, qui là maintenant va prendre la nomenclature d'un acide qui va être l'acide chlorhydrique. Et donc, pour avoir un acide, il faut toujours que ça soit en solution aqueuse. Parce que les propriétés des acides et des bases vont venir du fait que le composé va interagir avec l'eau et va se retrouver à être changé à cause de ces interactions avec l'eau. Et c'est ça qui va donner les propriétés des acides et des bases. Maintenant, quelles sont ces propriétés? Si on regarde, c'est quoi les propriétés des acides et des bases selon Arrhenius? Donc, la théorie d'Arrhenius par rapport aux acides et les bases, c'est qu'un acide est une substance que quand tu le mets en solution aqueuse, donc dans de l'eau, ça va donner des ions hydrogène H+ aqueux, qu'on appelle aussi des protons. Donc, H+, ça s'appelle un proton. Parce que si tu regardes le tableau périodique, tu peux voir que l'hydrogène va avoir, donc l'isotope le plus commun, va avoir un proton dans son noyau, 0 neutron, donc sa masse atomique c'est 1, et il va avoir un électron. Si tu lui enlèves un électron, tout ce qui reste, dans le fond, à cet isotope-là, c'est un proton. C'est-à-dire que les ions hydrogène, on peut les appeler des ions hydrogène ou on peut appeler les protons et ça veut dire la même chose. Les ions, donc ça va donner un proton aqueux et une base, ça serait une substance que quand tu le mets en solution aqueuse, ça va s'ioniser pour donner des ions hydroxyde OH-. Ça veut dire que, selon la théorie d'Arrhenius, un acide, HA, va s'ioniser quand tu le mets en solution aqueuse pour donner des protons H+, et un anion qui va être aussi aqueux. Donc ici, on voit que ça s'ionise. Il va se séparer en cation et en anion et va se dissoudre en solution aqueuse et va s'ioniser pour donner des ions hydrogène ou des protons. Et c'est ça qui va donner les propriétés acides à ta solution acide. Tandis que selon Arrhenius, une base va se dissoudre en solution aqueuse, va s'ioniser pour donner un cation B+, et un anion OH- qui est un ion hydroxyde. C'est-à-dire que d'après Arrhenius, la base va relâcher des ions hydroxyde et c'est ça qui va rendre la solution basique. C'est-à-dire que c'est ça qui rend acide et c'est ça qui rend basique, selon Arrhenius. Et donc, ici, on peut aussi faire une distinction à l'aide de la théorie d'Arrhenius d'une base et d'un acide qui va être faible, par exemple. Donc, un acide fort va s'ioniser presque entièrement ou presque complètement pour donner un maximum d'ions hydrogène. Et une base forte va s'ioniser complètement pour donner tous les ions hydrogène. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu mets un acide en solution aqueuse, tout l'acide va s'ioniser. C'est-à-dire que la flèche va dans cette direction. Si je mets 2 HA, ça va me donner 2 protons et 2 anions A-. Donc, ils vont tout le composé au départ va s'être séparé en ces cations et ces anions. Complètement. Il ne va pas rester de HA qui ne va pas s'être séparé dans la solution. Donc, il va s'ioniser complètement si c'est un acide qui est fort. Si c'est une base qui est forte, la base va aussi s'ioniser complètement. Si je mets une certaine quantité de cette base, ça va tout disparaître parce que ça va tout se séparer en ces deux ions respectifs. Et ça, c'est indiqué par une seule flèche qui va dans une seule direction pour indiquer que la réaction va dans toute cette direction-là et qu'au début, tu as une certaine quantité, mais à la fin de l'ionisation, tu as 0 HA ensemble. Tu vas juste avoir tes ions qui sont séparés. Tu ne vas plus avoir de BOH qui ne va pas s'être ionisé à la fin de ton ionisation et tu vas seulement avoir des ions hydroxyde et du B+.
Par contre, un acide et une base qui est faible vont être des situations dans lesquelles l'ionisation ne va pas se faire au complet. Et donc, il va y avoir un système qu'on dit à l'équilibre, que vous allez voir beaucoup plus en détail l'année prochaine, parce que vous avez toute une unité là-dessus. Et généralement, on va indiquer ça par le fait que tu vas avoir une double flèche. Donc, quand tu as une double flèche qui va dans les deux directions, ça t'indique que pas tout l'acide va s'ioniser. Il va rester une certaine quantité d'acide à la fin parce que la réaction va avoir atteint un certain équilibre où tu ne peux plus aller dans cette direction-là parce que la réaction va aussi aller un petit peu dans la direction opposée. Et donc, il va te rester de ton acide qui ne s'est pas ionisé et tu vas avoir un peu de ton acide qui va s'être ionisé, c'est-à-dire que tu vas avoir un mélange des trois. Tu vas avoir du HA qui ne s'est pas ionisé, des protons H+, et des anions A- dans ta solution à la fin de la réaction avec l'eau. Même chose avec la base. À la fin, tu aurais de la base qui reste et tu vas avoir de la base qui s'est ionisée, puis ça va être un mélange des trois. Maintenant, quand tu as une base qui a du OH, généralement, tu ne vas pas avoir un système à l'équilibre. Ça va être dans un autre scénario que tu vas avoir un système à l'équilibre. Parce que les bases qui sont avec du OH comme ceci sont des bases qui sont fortes. Et donc, elles vont généralement s'ioniser complètement à 100% dans cette direction-là. Et à la fin de la réaction, tu ne devrais plus avoir de base non ionisée. Mais il existe des bases qui ne sont pas des bases OH, avec du OH-, comme l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de potassium, l'hydroxyde de calcium. Tous ces composés-là qui ont l'ion hydroxyde à l'intérieur vont être des bases qui sont fortes, donc vont s'ioniser complètement. Mais il existe d'autres bases qui, elles, vont être des bases faibles et qui n'ont pas de OH, comme par exemple l'ammoniac. L'ammoniac est une base faible, donc base faible. Et remarquez que l'ammoniac NH3 n'a pas de OH. Donc, comment est-ce que ça peut suivre la théorie d'Arrhenius où une base va avoir un OH qui va donner un OH à la fin quand ça va s'ioniser? Bien, dans cette situation-là, il y a eu une autre théorie qui a été élaborée, qui est la théorie de Bronsted-Lowry, où, d'après cette théorie, un acide est un donneur de protons. C'est-à-dire qu'il donne des protons, et une base est un accepteur de protons. Donc, un acide, c'est un donneur de protons. Une base, c'est un accepteur de protons. Donc, si on regarde une réaction où on peut voir les propriétés acides selon Bronsted-Lowry. Donc, si on regarde ici, tu as un acide, HCl, qui, si tu utilisais la théorie d'Arrhenius, ça fonctionne. Tu dirais, OK, HCl va réagir avec de l'eau, donc va être mis en solution aqueuse pour donner des ions H+ aqueux, plus O plus Cl- aqueux, donc ça fonctionne. Donc, après ça, ça fonctionne avec la théorie d'Arrhenius. Mais ça fonctionne aussi avec la théorie de Bronsted-Lowry. Parce qu'en réalité, ce qui arrive, c'est que ton HCl, donc ça serait ton H, ça c'est ton hydrogène, puis ça c'est... Non, ça c'est ton chlore plutôt, parce que le chlore est plus gros que l'hydrogène. Cl-, ça c'est ton H. ClH. L'hydrogène va être transféré à de l'eau. Ça, c'est ta molécule d'eau, H2O. Maintenant, ça veut dire que le HCl a donné son proton, a donné son hydrogène sans l'électron. Pourquoi? Parce que l'électron qui était partagé avec le chlore, parce qu'ici, rappelez-vous qu'il y a une liaison entre les deux, avec une liaison, tu as un partage d'un électron. Mais au lieu de partir avec son électron à lui, qui serait ici dans la liaison, il a laissé son électron derrière, il l'a donné au chlore pour donner du Cl-. Et il est parti sans son électron, et donc il est parti sous forme de proton H+, et a été transféré à de l'eau. Donc, quand il est transféré à de l'eau, il a maintenant donné un hydrogène qui forme une liaison sans partager son électron. Ce qui va faire en sorte que si tu fais les charges formelles de ton H3O formé, tu vas voir que tu vas maintenant avoir une charge positive sur ta nouvelle molécule qui a pris le proton sans l'électron avec. Et donc, ça va former du H3O+. Et en formant du H3O+,
ça, le H3O+, va rendre la solution acide. Parce qu'en réalité, d'après Arrhenius ici, ce qu'il ne réalisait pas, c'est que le proton allait ensuite être donné à de l'eau, donc était donné à de l'eau, pour former des ions H3O+. Et c'est ça qui, dans le fond, rendait acide. C'était pas le proton H+ lui-même, c'était qu'est-ce que le proton H+ faisait après avec l'eau qui le rendait acide, qui n'était pas pris en considération par Arrhenius, mais qui a été pris en considération par Bronsted-Lowry. Et d'après Bronsted-Lowry, une base est un accepteur de protons. Ça veut dire que si on revient à notre ammoniac qui n'a pas de OH, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un donneur de OH-, si tu le mets dans l'eau, il va réagir avec l'eau et ça va être l'eau qui va lui transférer un proton. Donc, ça va être l'eau qui va agir un petit peu comme un acide et va transférer un proton, faisant en sorte que l'ammoniac, NH3, va être un accepteur de protons. Il a 3 hydrogènes, mais il va prendre un proton de l'eau. En prenant un proton de l'eau, ton H2O est maintenant devenu du OH-. Donc ça, c'est ton H2O, c'est maintenant du OH-. Parce qu'il a transféré un hydrogène, mais sans son électron. Il a gardé l'électron de l'hydrogène, ce qui lui a donné sa charge de -1. Et ça a formé l'ion ammonium, NH4+, et ce NH4+, va être le produit de cette réaction. Mais ce qui est important, c'est là maintenant que l'eau a perdu un hydrogène, un proton, ça va être du OH-, et c'est ça qui va rendre basique. Et ça fonctionne avec la théorie de Arrhenius, parce que Arrhenius avait dit qu'une base était une substance qui produit des ions OH-. Et en acceptant l'hydrogène de l'eau, le proton de l'eau, l'ammoniac a créé des ions hydroxyde en solution aqueuse qui l'a rendu basique. Et c'est comme ça que l'ammoniac agit comme une base, en prenant le proton de l'eau et créant du OH-. C'est-à-dire que d'après Bronsted-Lowry, un acide, c'est un accepteur de protons. Ça veut dire que si tu as un acide, HA, et que tu le mets dans de l'eau, il va donner son proton à l'eau pour former des ions hydronium aqueux et son anion aqueux. C'est les ions hydronium qui rendent la solution acide. Et une base, d'après Bronsted-Lowry, ça va être une substance BH, ou plutôt, je vais juste mettre B, parce que c'est pas vraiment trop important combien, ça va être quoi les H, qui, elle, va prendre un proton, donc accepter un proton de l'eau pour faire donc HB plus OH- aqueux. Et c'est le OH- qui rend basique la solution. Je ne peux pas mettre le C. Quand on a la théorie de Bronsted-Lowry, on peut donc ensuite considérer que pour toute réaction d'ionisation d'un acide ou d'une base, tu vas avoir un couple qui va être formé. Tu vas avoir le donneur et l'accepteur. Le donneur va toujours être l'acide, l'accepteur est la base. Et donc, si je regarde mes équations ici, par exemple, l'acide perchlorique, quand l'acide perchlorique s'ionise dans l'eau, il va relâcher des protons. Ça veut dire qu'il va être un donneur de protons qui va être donné à de l'eau pour former des ions H3O+. Et ça veut dire que lui, c'est le donneur. Donc, l'acide, c'est pour ça que je l'ai indiqué ici. Et si on prend en considération que la réaction pourrait aller dans l'autre direction, donc imaginez qu'elle peut aller dans l'autre direction, comme les réactions qui sont ici, si l'ion chlorate prend un proton, il va donner le perchlorate, donc lui va être un accepteur de protons si la réaction va dans l'autre sens. Et donc ça peut être considéré comme un accepteur.
si la réaction va dans l'autre sens, et donc une base. On dit donc que l'acide est l'acide perchlorique et ça donne une base conjuguée qui est son ion chlorate. Mais ça, on voit ça plus souvent dans les réactions qui sont en équilibre, où tu as un acide faible, parce que dans ce contexte-ci, la réaction va aller dans les deux sens. Ça veut dire que tu vas avoir l'ion ammonium qui va agir en tant qu'acide pour être un donneur de protons, et l'ammoniac va agir en tant que base et être accepteur de protons pour donner l'ion ammonium. Donc ici, tu as ton acide et ta base conjuguée, ton acide et ta base conjuguée. Vous allez voir ça un petit peu plus l'année prochaine quand vous allez parler des réactions à l'équilibre. Maintenant, si on parle des forces des acides et des bases, ça veut dire que de manière générale, un acide qui est inorganique va agir comme électrolyte fort et va généralement s'ioniser presque complètement dans l'eau. Ça va être des acides inorganiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait de carbone et d'hydrogène principalement. Il peut y avoir un peu de carbone, mais il faut que ça ne soit pas une molécule organique comme on a vu dans l'unité 1. Ceci agit plus comme un composé ionique où tu as l'hydrogène qui est un cation, et ici tu as tes anions qui sont soit monoatomiques ou polyatomiques, et ici c'est donc inorganique, c'est-à-dire que ce n'est pas comme une molécule comme un hydrocarbure, par exemple. Ils vont généralement s'ioniser complètement. Et l'ionisation complète va être indiquée par cette flèche qui va seulement dans une direction. Ça veut dire que si je mets 100% d'acide sulfurique au début de la réaction, donc ça, ce serait mon début de ma réaction, dans de l'eau, au début de la réaction, ça ne s'est pas ionisé, mais à la fin de la réaction, il va rester aucun acide sulfurique, donc il va y avoir 0% d'acide sulfurique qui n'est pas ionisé, et il va y avoir 100% des produits qui vont être formés. Et donc, il va s'être ionisé complètement. Puis ça, c'est indiqué par la flèche. Donc, ceux-ci sont des acides qui sont forts. Les acides qui sont faibles, il y en a certains acides qui sont inorganiques faibles, comme par exemple l'acide fluorhydrique, puis je vais expliquer pourquoi il est faible plus tard, qui, lui, quand tu le mets en solution aqueuse, ne va pas s'ioniser complètement. Comme aussi des acides organiques. Voici un exemple d'un acide organique. Remarquez qu'il y a du carbone, de l'hydrogène, et on reconnaît donc certaines structures ici qui représentent une molécule organique. Les acides organiques sont tous des acides faibles et donc s'ionisent pas complètement, ce qui indique le fait que la flèche va dans les deux directions parce que tu atteins un certain équilibre. Dans cette situation-là, donc si on prend pour l'acide fluorhydrique, initialement, je mettrais 100% d'acide fluorhydrique dans de l'eau. Il n'y aurait aucune ionisation initialement. Et là, après l'avoir mis dans l'eau, tu vas atteindre un certain équilibre où, à la fin, il va rester une certaine quantité d'acide fluorhydrique, donc disons 90% d'acide fluorhydrique, c'est pas ionisé, j'invente des chiffres. Et à la fin, il va rester 10% de ces produits, donc H3O+, et F-, 10% de F- à la fin à l'équilibre. Pourquoi? Bien parce que quand ça a commencé à s'ioniser, une réaction inverse a commencé à se produire pour revenir en arrière au réactif initial. Et donc, tu vas atteindre un certain équilibre où la réaction ne va plus aller dans cette direction-là. Elle va vraiment s'arrêter ici. Et ça, vous allez voir ça plus tard l'année prochaine quand vous allez parler des réactions à l'équilibre. Mais à quoi ça ressemble? Donc, si vous avez un acide fort, tu le mets avant de le mettre dans l'eau, avant la dissociation, tu as 100% de ton acide chlorhydrique. Quand tu le mets dans l'eau, remarquez qu'il y a 0% d'acide chlorhydrique après l'avoir mis dans l'eau et il va y avoir 100% des produits formés. Ceci indique un acide fort, donc la flèche est une seule flèche dans une direction. Par contre, ici, tu as un acide organique. Tous les acides organiques sont faibles. Avant de le mettre dans l'eau, tu as 100% d'acide organique. Après l'avoir mis dans l'eau, un peu de l'acide organique a commencé à s'ioniser. Donc, si tu vois que tu as une faible quantité d'ionisation qui s'est faite, ou l'acide a donné des protons pour former des ions hydronium et son anion, qui est l'ion acétate. Mais la réaction a commencé à retourner en arrière pour reformer
une partie de ton acide qui ne s'était pas ionisé. Et donc, à l'équilibre, tu vas avoir une proportion 99% de ton acide organique et 1% de ton ion organique et de ton ion hydronium. Et ça va indiquer une situation à l'équilibre et donc un acide faible. Il y a des tableaux que vous pouvez consulter pour pouvoir voir la force des acides et de leur base conjuguée. Donc, de façon générale, lorsque tu as un acide fort, sa base conjuguée est considérée très faible. Et quand tu as un acide faible, sa base conjuguée est généralement considérée plus forte. Et donc, c'est une situation dans laquelle, lorsque tu as une base ou un acide, dépendant de leur force, leur acide ou leur base conjuguée va être inverse. Mais ça, vous allez voir ça plus en détail l'année prochaine. Si on regarde le cas le plus simple où on parle des acides binaires, donc les acides binaires comme l'acide fluorhydrique, l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide iodhydrique, ça c'est binaire parce que tu as deux éléments dans ton acide. Un, c'est l'ion hydrogène et l'autre, c'est un anion. De manière générale, plus qu'un acide binaire est fort, ça veut dire que c'est le plus facile à s'ioniser. Donc, on se rappelle que tu as ta réaction d'un acide selon Arrhenius où tu as HA s'ionise dans de l'eau pour donner H plus aqueux plus A moins aqueux. Plus un acide est fort, plus que cette réaction ou cette équation-là est facile. C'est-à-dire que plus qu'il va se dissoudre facilement, plus qu'il se dissout et s'ionise facilement, plus que l'hydrogène et l'autre élément peuvent se séparer facilement. Ça veut dire que la force entre l'hydrogène et l'anion doit être faible. Plus la force entre les deux atomes ici est faible, plus que ça va s'ioniser facilement, plus que l'acide est fort, parce que plus que ça va vouloir donner ses protons. Et là, si on se rappelle de ce qu'on a vu à l'unité 1, la force de la liaison entre deux atomes ici va dépendre de plusieurs facteurs. Et ici, si on regarde un facteur en particulier, ça va être la taille ou la distance entre les deux atomes. Plus la distance entre deux atomes est grande, plus que la force qui les attire ensemble dans la liaison est faible. Et donc, plus que l'anion est grand, plus que la force qui maintient l'anion et l'hydrogène ensemble est faible, donc plus que c'est facile de les séparer, donc plus que ça va s'ioniser complètement, donc plus que l'acide est fort. C'est-à-dire que si on regarde la taille de la liaison, donc si on regarde l'iode est un atome très gros, le fluor est un atome qui est très petit. C'est-à-dire que s'il fallait que je représente ça par un schéma, tu as ton fluor avec ton hydrogène. Ils sont très proches les uns des autres. Donc, la force de la liaison est très forte parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Le fluor tient vraiment fortement son hydrogène. Par contre, l'iode est très gros et l'hydrogène est très petit. Si on considère que le noyau est là, puis le noyau est là, on voit que la distance entre les deux noyaux est plus grande qu'avec le fluor. Et donc, la force d'attraction entre le noyau de ton iode et l'hydrogène est faible. Donc, cette liaison est plus faible et plus facile à briser que cette liaison-là. Ça veut donc dire que l'acide iodhydrique est l'acide le plus fort et l'acide fluorhydrique est l'acide le plus faible. Parce que c'est plus facile de briser cette liaison que de briser cette liaison-là à cause de la distance entre les deux noyaux. Et ça, c'est à cause de la taille. Donc, plus la taille de l'anion augmente dans un acide binaire, plus que la force de l'acide augmente. Et donc, même si parce que le fluor tient vraiment fortement l'hydrogène et ne va pas être un bon donneur d'ions d'hydrogène et donc de protons. Tandis que l'iode tient très peu fortement son ion hydrogène et donc va être un très bon donneur de protons ou d'ions hydrogène, donc un acide très fort. Pour les bases, c'est un petit peu différent. Toutes les bases qui ont des ions hydroxydes sont considérées comme des bases fortes et vont s'ioniser donc complètement. Et c'est pour ça qu'on va l'indiquer par une seule flèche qui va dans une seule direction. Donc, toutes les bases
qui ont des ions hydroxydes sont fortes et s'ionisent complètement, donc c'est des bases fortes. Pour les bases faibles, ce sont généralement des bases organiques. Donc, des bases organiques ou des bases qui vont contenir de l'azote organique. Donc, NH quelque chose. OK? Et si on regarde ici, on peut le voir, on a de l'éthylédiamide, le diméthylamine, etc. Ça, c'est toutes des molécules organiques que vous allez voir l'année prochaine en chimie organique, donc en bio 12. Donc, vous allez pouvoir les reconnaître un peu plus, mais remarquez que c'est généralement des molécules organiques qui vont contenir de carbone et de l'hydrogène et qui vont aussi avoir de l'azote et de l'hydrogène. Ça, c'est un groupement qu'on appelle un groupement amine. Et donc, on reconnaît et on voit les groupements amines. Ça, c'est pas une molécule organique, mais ça a quand même la caractéristique NH. Celle-là aussi, c'est pas une molécule organique parce que ça n'a pas le carbone et l'hydrogène, mais ça a quand même les propriétés du NH, qui est un bon accepteur de protons à cause de l'azote. Et donc, va être aussi une base. C'est-à-dire que tous ceux-là sont des bases qui vont être faibles parce qu'ils sont une base avec de l'azote. Et ils vont aussi être généralement des molécules organiques avec du carbone. Ça veut dire que, de manière générale, pour se rappeler de la force des acides et des bases, de manière générale, quand tu as un acide binaire, la force de l'acide va augmenter avec la taille de l'anion. Plus que l'anion est gros, plus que ça va être un bon donneur de protons, plus que ça va être un acide qui est fort. Si on regarde un couple acide-base, ici, tu as un acide, il va être un donneur de protons, il va créer une base conjuguée. C'est-à-dire que ça va être ton acide. Je sais que c'est un acide parce qu'il a donné un proton pour donner des ions hydronium. Et ici, maintenant, tu as le couple qu'on appelle sa base conjuguée. De manière générale, si tu as un acide qui est fort, ici, c'est un acide fort parce que tu as une ionisation complète qui se fait. Ça veut dire que la base conjuguée formée va être une base conjuguée qui est faible. Donc, ça, c'est une autre caractéristique qu'on remarque. Et elle va être tellement faible qu'elle ne peut pas faire la réaction dans le sens inverse. C'est ça qui fait que la flèche va dans une seule direction. Parce que ça, c'est un tellement mauvais accepteur de protons, il ne peut pas aller reprendre le proton qui a été donné pour redevenir du HCl. Donc, la réaction s'ionise complètement. Donc, ici, ça va être extrêmement faible. Donc, la réaction va seulement dans un seul sens. Tandis que quand tu as un acide qui est faible, donc ça, c'est un acide faible parce que l'anion est très petit, donc il retient très bien son proton et pas un bon donneur de protons. Il va quand même donner quelques protons pour donner des ions hydronium. Et ça va généralement former une base conjuguée. Base conjuguée qui est moyenne. Donc, elle n'est pas super forte, mais elle est moyenne et elle est assez forte pour aller reprendre un proton pour reformer du HF. Et c'est pour ça que la réaction va dans les deux sens. C'est un mauvais donneur de protons, puis lui, c'est un moyennement bon accepteur de protons. Et donc, ça joue à l'équilibre entre lequel est le meilleur entre les deux. C'est pour ça que ça va être une réaction qui va être à l'équilibre, qui ne s'ionisera pas complètement. Et de façon générale, quand tu as une base qui est forte, c'est une base qui contient des ions hydroxydes. Donc, si tu as du OH- dans la formule de ton composé, ça va être une base qui est forte, ça va s'ioniser complètement. Et donc, ici, tu vas avoir une base extrêmement forte qui donne un acide conjugué trop faible pour être capable de reprendre ou de redonner un proton à l'eau. Tandis que quand tu as un acide faible, donc ça c'est un acide faible, remarquez les caractéristiques, tu as du carbone qui montre que c'est organique, et tu as l'azote, donc tu as une base faible qui, elle, va accepter un proton, donc c'est la théorie de Bronsted-Lowry.
En acceptant un proton, ça forme des ions OH- qui rend basique la solution. Et ça va créer un acide conjugué moyen qui a la capacité de redonner en partie ses protons, donc un donneur de protons, pour reformer l'ion cyanure, Cn-. Et c'est pour ça qu'on a un système à l'équilibre. Parce que l'acide, la base et l'acide sont relativement proches en force et donc ils sont constamment en train de jouer avec lequel tire plus fort des deux côtés de la réaction. Lequel agit comme un meilleur donneur et lequel agit comme un meilleur accepteur. Quand c'est fort, ça veut dire qu'un est tellement un bon accepteur ou tellement un bon donneur que sa base ou son acide conjugué ne peut pas renverser la situation. Et donc, tu as une réaction qui va aller seulement dans un seul sens. Ça, c'est tous des détails par rapport à l'équilibre que vous allez voir beaucoup plus en détail l'année prochaine. Donc, inquiétez-vous pas si ce n'est pas à 100% clair en ce moment. Mais ça va définitivement devenir un peu plus clair l'année prochaine. L'année prochaine, vous allez aussi voir que pour évaluer la force d'un acide ou d'une base, on peut se servir d'une constante qu'on appelle la constante d'équilibre, qui est aussi la constante d'acidité dans ce cas-ci. Donc, imagine que tu as un acide faible. Je sais que c'est un acide faible parce que ça ne s'est pas ionisé à 100%. Donc, ça, on peut déjà le savoir juste en regardant l'équation. À cause que c'est un acide faible, il y a un équilibre entre la concentration des réactifs et des produits à l'équilibre qui est représenté par cette constante d'équilibre qu'on appelle aussi la constante d'acidité. C'est pour ça qu'on a écrit Ka. Et la constante d'acidité, c'est la concentration d'ion hydronium à l'équilibre fois la concentration de son anion à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide lui-même à l'équilibre. Et ça va nous donner une certaine valeur à l'équilibre. Plus que le Ka a une valeur élevée, donc plus que la valeur du Ka est élevée, plus l'acide est fort. C'est-à-dire que si on compare tous les Ka dans ce tableau-là, on peut voir que l'acide le plus fort va être celui-là qui a le Ka le plus grand. Donc, il va avoir le x10 exposant moins quelque chose le plus petit. Et donc, ça va être probablement, si je regarde ma liste, exposant moins 4, ça va être probablement l'eau, parce que tu as un Ka de 1,0, non, c'est pas l'eau. Ça va être ton 1,4 fois 10 exposant moins 4, c'est ton acide lactique. Donc, regardez ici. 1,4 fois 10 exposant moins 4, c'est l'acide le plus fort de la liste. Et l'acide le plus faible de la liste va être le 6,2 fois 10 exposant moins 10. Donc, plus faible de la liste parce que le x 10 exposant moins 10, ça veut dire que c'est 0,000000006.2 ou 6,2. Tandis que ici, 1,4 x 10 exposant moins 4, c'est 0,00014, donc c'est beaucoup plus gros. Et donc, ça va être l'acide le plus fort. Pourquoi? Bien parce que si on regarde la formule ici, pour que ça soit un chiffre plus élevé, il faut que la concentration de ton ion hydronium soit plus grande que la concentration ou soit plus grande par rapport à la concentration de ton HA. C'est-à-dire que si on compare ces deux valeurs, celle-là et celle-là, celle-là nous indique que l'ion hydronium par rapport à sa forme qui n'est pas ionisée va être plus grande que celle-là où l'ion hydronium va être plus faible par rapport à sa forme ionisée. Et donc, plus que tu as d'ion hydronium par rapport à ton acide, plus que c'est un acide qui est fort parce que plus qu'il a formé d'ion hydronium. On a aussi une constante de basicité, donc Kb, qu'on utilise pour les bases faibles, ou tu reconnais ça par la double flèche parce que ça ne s'est pas ionisé complètement. Et ici, c'est la concentration de ton cation fois ton ion hydroxyde divisé par ta base que tu as mis initialement dans ta solution aqueuse. Et encore une fois, plus que la valeur du Kb est élevée, plus que la base, ici, corrigez ça s'il vous plaît, base, est forte. Puis ici, c'est Kb. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur-là. Probablement du mauvais copier-coller. Mesure de l'acide de la base B
correspond à la valeur du Kb, et plus que cette valeur est élevée, plus que tu as une augmentation de la concentration des ions hydronium OH-. Donc maintenant, on corrige ça. Et plus que tu as de OH-, plus que la valeur va devenir grande par rapport à la base initiale qui avait été mise là-dedans. Et donc, on peut identifier dans ce tableau lesquelles de ces bases organiques sont les bases les plus faibles et lesquelles sont les bases les plus fortes à partir de ce Kb. Mais vous allez revoir les réactions à l'équilibre et les acides et les bases faibles l'année prochaine, ainsi que les constantes d'équilibre et les constantes de basicité et d'acidité beaucoup plus en détail l'année prochaine. Mais je voulais quand même vous montrer que les acides ne sont pas tous équivalents et les bases non plus ne sont pas tous équivalents et vous donner un petit aperçu de qu'est-ce que vous allez voir l'année prochaine.